Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire sur les prestations de la branche famille. Alors la branche famille, en fait, c'est tout cet organisme qui, les CAF et la CNAF, qui versent les allocations familiales, hein, pour vous simplifier un petit peu les choses. Donc Christelle, je te laisse expliquer le dispositif technique, hein. D'accord. Donc, je vous ai mis dans le fil de discussion les éléments sur Klaxoon, en fait. Je vais vous les projeter également à l'écran. Donc, on va utiliser cette application pour l'animation de la réunion. Oui, donc la première question de ce klaxon, elle va être très simple. En fait, on aimerait savoir ce que vous pensez ce que c'est que les allocations familiales, ce que c'est que les CAF. Qu'est-ce qu'ils font pour vous? Qui sont-ils? Voilà. Donc, il faudrait nous répondre sur Klaxoon, sur l'outil dont vous a parlé Christelle, avec un seul mot qui représente pour vous les allocations familiales, les CAF. Donc là, allez-y, on vous laisse, la possibilité de taper. Voilà. Parfait, déjà plusieurs mots qui arrivent. Donc, prestations assez logiques. Effectivement, des aides financières. Pour les personnes qui viennent d'arriver, on est sur une application Klaxoon. J'ai mis le lien et également le QR code dans la discussion. Si vous souhaitez participer, vous pouvez du coup accéder à l'application par là. Alors, aide, c'est bien de mettre un S. Hein. C'est vrai que, bon, on aide, mais il y a beaucoup de prestations. Aujourd'hui, on ne pourra vous en présenter que quelques-unes, mais vous pourrez vous renseigner, vous aurez plus d'informations sur pas mal de choses et vous verrez qu'effectivement, on ouvre un très large spectre de prestations. On travaille sur beaucoup d'aides. Enfants, famille, bien sûr, c'est tout à fait la représentativité de nos allocataires. Hein. Donc, juste pour… non, je vous dirai ça tout à l'heure, faut pas que je vous aide. Donc, parentalité, soutien, bien sûr, aide financière, les enfants. Alors, deux, je ne sais pas ce que ça veut dire, deux. Bon. Si la personne a dû écrire une phrase entière et pas un mot. Voilà. Quand on écrit une phrase entière, en fait, ça découpe par mot. Donc, pour bien qu'on voit votre idée, il faut que vous choisissiez un mot, en fait. C'est peut-être deux enfants. Ah, on a un nouveau lycée qui vient d'arriver. Donc là, on est en train de travailler avec l'outil Klaxoon sur la représentation qui est pour vous les allocations familiales. Donc, Christelle pourra réexpliquer un petit peu comment utiliser Klaxoon, sauf si vous savez faire, c'est le lien que vous avez reçu. Et là, je trouve qu'on a des bons résultats, hein, donc soutien, prestations. Donc, des petites erreurs, mais on dira pourquoi. Le QR code est dans le fil de discussion, hein, je vous le rappelle. Vous pouvez utiliser le QR code dans le fil de discussion ou le lien qui est indiqué. Ah, parfait. Là, les personnes commencent à arriver. Donc, je vous redis rapidement, on est donc là en train de vous présenter ce qu'on appelle donc chez nous la branche famille, c'est-à-dire à la fois la CNAF, la Caisse nationale d'allocation familiale, et les CAF, qui effectivement sont à l'origine du versement des allocations familiales. Et là, on vous pose la question et vous pouvez répondre directement par Klaxoon. Qu'est-ce que c'est pour vous les allocations familiales? Donc là, je trouve qu'on a déjà un beau nuage de mots. On va pouvoir passer à la première… on va déjà pouvoir passer à une première explication de ce que sont les allocations familiales. On va vous passer une petite vidéo qui va vous montrer ce que sont les allocations familiales, que font les CAF. Hein, toutes les questions que vous pouvez vous poser sur les CAF. Donc, Christelle, je te laisse dérouler la vidéo.
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les allocations familiales. Mais elles font quoi, les CAF? Les CAF, caisses d'allocation familiale, accompagnent les familles et les plus démunis dans 3 grands domaines. Elles aident les familles qui ont des enfants en leur versant des prestations financières. Aide pour la naissance, pour la garde des enfants, pour la rentrée scolaire. Elles distribuent des aides au logement pour les foyers modestes et les étudiants. Elles versent des aides de solidarité aux plus précaires. Le RSA, la prime d'activité pour les travailleurs et l'allocation aux adultes handicapés. Les CAF financent aussi des équipements de proximité comme des crèches, des centres sociaux et des centres de loisirs. Et ça touche beaucoup de personnes? Il en faut du monde pour faire tout ça. Oui, la branche famille compte plus de 35 000 salariés sur tout le territoire. Il travaille pour 13,5 millions d'allocataires, soit 32,7 millions de personnes concernées. 13,7 millions d'appels téléphoniques et 13 milliards de visites sur CAF.fr, le site internet des CAF. Comment je peux savoir si j'ai droit à une aide? Il faut aller sur CAF.fr. Tu peux même télécharger l'appli. Et tu sais que tu peux travailler aussi dans une CAF ou à la CNAF? Tu participes à une mission de service public qui a du sens et de fortes valeurs. Alors, quand est-ce que tu viens nous voir? Alors là, vous avez vu, on vous a présenté rapidement ce que font les CAF et j'espère que ça vous a déjà donné quelques pistes, quelques clés. Alors n'imaginez pas, hein, à la fin, on a l'impression qu'on est toujours assis à nos bureaux, derrière les ordinateurs toute la journée, mais ce n'est pas du tout le cas. Beaucoup des personnes qui travaillent avec et pour les CAF sont sur le terrain, elles sont debout. Et Éric Desrosiers, conseiller la direction des politiques familiales et sociales, va vous présenter ce dont on a parlé, donc les centres sociaux. Merci Catherine. Donc, je m'occupe de l'organisation et du financement des centres sociaux. Donc, dans la vidéo que vous venez de voir, c'est juste apparu un tout petit peu. On voyait des guichets, on voyait ce qu'on connaît dans les accueils de CAF. Et là, on a parlé à un moment des équipements de proximité. Donc, on finance, et ça, c'est pas vraiment connu. J'ai vu d'ailleurs que dans les mots-clés, ça apparaissait pas. On finance les centres sociaux. Alors, les centres sociaux, c'est quoi? C'est pour qui? En fait, vous les connaissez certainement, vous êtes certainement des pratiquants des centres sociaux, puisque ce sont des structures qui aident les habitants dans leur vie quotidienne. Alors, dans toutes les facettes de la vie quotidienne, et ça touche tous les habitants. À l'origine, c'était un petit peu des sortes de petites caves, des mini-caves qui faisaient des guichets d'aide au plus près des habitants, dans les quartiers. Ça pouvait être itinérant aussi dans le milieu rural. Et puis, au fur et à mesure, on s'est développé, on a fait plein d'activités, et puis développé des services, des crèches, des accueils de jeunes, et puis des aides plus personnelles, mais directement prises en charge par les habitants. Et ça, on le verra un petit peu à la fin de la présentation. C'est la dimension qu'on voudrait développer, voire développer avec vous. On a actuellement à peu près 3500 structures réparties sur tout le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer. Il y a des centres sociaux. Alors, ça ne s'appelle pas toujours centre social, hein, ça peut avoir d'autres termes, mais il y en a partout, au plus près des habitants. Donc, ce sont des lieux où vous allez pouvoir avoir des activités, développer des choses. Et par exemple, en ce moment, ce sont des structures qui sont très réactives. En ce moment, avec la crise, ils ne reçoivent pas forcément du public, ça peut être un peu difficile, mais ils développent des aides. Par exemple, pour les lycéens qui étaient confinés ou les étudiants, on a pu développer des aides, facilitation numérique, et puis pouvoir se connecter, aider les gens. On a pu aussi, c'est la crise alimentaire hein, dans certains endroits, pour certaines personnes. On peut distribuer des repas. Donc, ce sont des structures qui s'adaptent et qui sont faites pour les habitants, mais essentiellement, et c'est ça
c'est fait par les habitants. C'est essentiellement des associations dans lesquelles les habitants sont à la manœuvre. En fait, ils gèrent ces structures-là et ils sont amenés à développer des projets. Donc là, pour résumer un petit peu tout ça, on voulait vous présenter une petite animation qui reprend ces différents éléments, et puis on viendra en conclusion pour développer une idée dans laquelle vous pourriez peut-être vous engager, ou vous êtes peut-être déjà engagé. Les centres sociaux, ça ne date pas d'hier. Il y a 90 ans, on s'organisait comme ça ou comme ça. C'était déjà une bonne idée. Depuis, la société a beaucoup évolué, mais nos valeurs, dignité, démocratie et solidarité sont plus que jamais d'actualité. Bien. Rappelons donc comment ça se passe dans un centre social. Des gens viennent souvent pour des services ou des activités. Au passage, ils en profitent pour raconter qu'ils sont préoccupés par la discrimination ou la précarité. Là, des problèmes de logement ou même d'environnement. Ici, des personnes âgées isolées. Ou encore là, des transports en commun qui ne fonctionnent pas bien. Autant de situations à la ville, autant de cas différents à la campagne. À portée de main et des yeux, cela touche tous les milieux. Oui, il y a de quoi s'indigner. À tous ces cas concrets, le centre social offre une oreille attentive. Un endroit où habitants, bénévoles et salariés peuvent s'exprimer, débattre et échanger. Mais comment rendre la vie plus facile dans le quartier? Des personnes âgées pourraient garder les enfants pendant que les parents sont absents. En échange, on les accompagnerait chez le médecin, on leur donnerait un petit coup de main. Ramasser tous ensemble les fruits de ce verger, faire des confitures et tout redistribuer, ça éviterait de gaspiller. Et si on réparait les vélos usagés plutôt que de les jeter? On pourrait les louer et permettre à tous de bien mieux circuler. Et contre ce bailleur peu scrupuleux, le mieux serait d'être très nombreux. Mobiliser les locataires et leurs voisins pour faire entendre leur voix et faire valoir leurs droits. Et s'il le faut vraiment, le centre social fera l'intermédiaire avec des experts ou même avec monsieur le maire. Alors, comme on le disait, la société a bien changé. Elle s'est complexifiée, apparaissent de nouvelles difficultés, ici, là. Comment évoluer pour être plus efficace, pour être plus utile? Ce n'est pas tous les jours facile. Comment défendre ensemble un quotidien solidaire et encore plus citoyen? Imaginons des interventions, pas spectaculaires, mais indispensables, pas forcément mondiales, et surtout très locales. Faisons du centre social un lieu où on imagine plus que des services et des activités, où on peut mettre en place des solutions avec parfois des partenaires et des associations. En 2 mots, renforçons le pouvoir d'agir des habitants, soyons acteurs sur notre territoire, ici, là et encore là, partout où nous pouvons. Pensons le centre social Nouvelle Génération comme un véritable moyen d'action. Alors, action ? Donc voilà, vous voyez dans ce résumé, je vous ai mis dans le fil de la conversation aussi des témoignages d'ambassadeurs de centres sociaux, des gens comme vous, comme moi, qui, habitant un quartier, se sont saisis de ces initiatives pour faire bouger la société. Donc c'est tout notre objectif. On n'est pas du tout connu sur ça, puisqu'on n'apparaît pas sur les façades de ces structures, de ces maisons de quartier, mais nous sommes les financeurs et les responsables aussi des projets de ces équipements de proximité, dans lesquels, c'est certain, vous avez déjà passé la porte, et peut-être des membres de votre famille sont bénévoles ou bénéficient de ces structures. Donc, on vous a mis dans le klaxoon un petit quiz, une petite question, peut-être avec des noms de structures que vous connaissez. On sera amené à répondre à cette question.
Et puis après, vous verrez dans toute la suite des présentations de mes collègues, quasiment tout ce qu'ils vont présenter, on les retrouve dans les centres sociaux. Ce sont des activités et des projets qu'on développe par et grâce aux centres sociaux. Et je répondrai à vos questions aussi, s'il y en a. Donc j'ai marqué, normalement j'ai repéré des structures en regardant la liste de vos lycées et des structures qui sont normalement proches de chez vous. On vous laisse encore quelques petites secondes. Une fois qu'on passera à la question suivante, ça va vous mettre en erreur. On verra les résultats au fur et à mesure ou ça apparaît? On va les voir tout de suite après, dès que je passe en fait à la question suivante. Encore quelques-uns. Vous êtes les 3/4 à avoir répondu. Allez, c'est parti. Je donne la réponse directement? Oui. En fait, ce sont tous des centres sociaux. C'est pour ça que c'est difficile de se repérer, qu'on a du mal à communiquer sur ça. Les MJC sont souvent des centres sociaux. On est amené à les financer. Ils ont des activités plus larges, simplement les activités culturelles. Les maisons pour tous. Là, vous avez pas mal répondu. Même chose pour la maison des solidarités. Et puis des noms qu'on va trouver comme ça. Bon, c'était plus dur parce que les Spédidos, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Mais c'est une structure de quartier qui est ouverte et que la CAF finance. Donc voilà, la bonne réponse, c'était toutes ces structures sont des centres sociaux. 3500 en France et de plus en plus, on est amené à en développer, notamment en quartier politique de la ville et notamment en itinérance aussi dans le milieu rural et dans le très très rural. On essaie de développer ces structures partout. Merci. Merci beaucoup Eric, c'était très intéressant et c'est vrai qu'on est toujours surpris de savoir tout ce que les centres sociaux font et tous ceux qui sont. Qui trouve-t-on dans les centres sociaux, entre autres? Eh bien, on trouve des personnes que l'on appelle les promeneurs du net. Et on peut se poser la question, c'est quoi un promeneur du net? Et la personne qui va vous donner la réponse, c'est Ségolène Dary, conseillère politique familiale et sociale à la CNAF. Ségolène, à toi. Merci Catherine, bonjour à tous. Donc effectivement, là on va parler d'un dispositif qui est vraiment centré en direction des jeunes, qui s'appelle les promeneurs du net. Ce que je vous propose en introduction, c'est de visionner une vidéo qui présente un petit peu ce dispositif. « 80% des jeunes de 11 à 17 ans utilisent Internet depuis leur portable ou ordinateur. Facebook, Instagram ou Snapchat, autant de moyens pour communiquer et échanger. Certes, le web c'est chouette, mais il n'apporte pas toutes les réponses aux interrogations sur l'orientation scolaire, les difficultés sociales, familiales, sans oublier les risques de harcèlement ou de radicalisation. Pour aller à la rencontre des jeunes et les accompagner dans les méandres du web, les caisses d'allocation familiale et leurs partenaires soutiennent les promeneurs du net. Dans la pratique, les promeneurs du net sont des éducateurs ou animateurs qui, en plus de leur travail sur le terrain, sont présents sur les réseaux sociaux, les forums ou les blogs. Clairement identifiés, ils peuvent devenir amis avec des jeunes sur Facebook,
répondre à des commentaires ou participer à des chats. Les promeneurs apportent ainsi une écoute, des conseils et un accompagnement qui se prolonge dans la vraie vie. Cela leur permet également de soutenir la réalisation de projets initiés par les jeunes. Les promeneurs du net sont présents dans plusieurs départements et leur nombre ne cesse de se développer. Bref, les promeneurs du net, ça marche. Voilà, donc vous avez compris, effectivement, les promeneurs du net, donc ce sont des professionnels qui accompagnent les jeunes, donc des animateurs, des éducateurs qu'on trouve effectivement dans les centres sociaux qu'Éric vous a présentés, mais dans d'autres structures aussi, dans les centres de loisirs, dans les services municipaux de jeunesse. Et ces professionnels, en fait, en plus de leur activité quotidienne auprès des jeunes dans les structures, en fait, ils sont présents sur les réseaux sociaux, sur Internet, pour continuer, prolonger les contacts, les discussions avec les jeunes qu'ils accompagnent. Donc, c'est une manière pour ces professionnels d'être plus facilement en contact avec les jeunes, avec les adolescents et les jeunes adultes qu'ils accompagnent au quotidien. Donc, en fait, tout simplement, ce sont des professionnels qui ont des profils sur les réseaux sociaux, alors sur différents réseaux sociaux que vous utilisez sûrement, comme Instagram, comme Snapchat, Discord, aussi Facebook, même si je sais que les jeunes ne sont plus trop sur Facebook. Donc, voilà, donc ces promeneurs du net sont présents sur toutes ces plateformes et ils dialoguent avec les jeunes. Ils sont là pour répondre à leurs questions, à leurs interrogations, et puis pour les accompagner aussi en cas de difficulté. Peuvent même aussi répondre à une sollicitation de jeunes qui voudraient, par exemple, monter un projet. Donc, les promeneurs du net font en fait plein de choses et ils sont vraiment à la disposition des jeunes sur les réseaux sociaux. Et ce qui est important de dire et de souligner, c'est que les promeneurs du net ne sont pas là pour contrôler ou surveiller ce que font les jeunes sur les réseaux. Au contraire, ils sont là vraiment dans un rôle de veille, dans un rôle bienveillant. Ils sont à la disposition des jeunes pour les aider, discuter avec eux et répondre avant tout à leurs questions. Par exemple, pendant le confinement, notamment le premier confinement, quand toutes les structures étaient fermées, eh bien, ces animateurs qui ne pouvaient plus conduire des actions avec les jeunes comme ils le faisaient auparavant, eh bien, on montait tout un tas d'actions sur les réseaux en animant des groupes de discussion, par exemple via WhatsApp, en organisant des sessions de jeux en réseau, en proposant de l'aide aux devoirs aussi à certains jeunes pendant la période. Voilà, donc on a vraiment un réseau très, très important de professionnels qui sont promeneurs du net aujourd'hui. On en a plus de 1800, donc vous avez forcément près de chez vous, dans les structures que vous fréquentez sûrement déjà, comme les centres sociaux, les maisons de quartier, les MJC. Et pour facilement pouvoir retrouver un professionnel proche de chez vous, vous pouvez consulter le site internet promeneurdunet.fr. Je vais vous mettre le lien dans le fil de discussion, sur lequel vous trouvez un annuaire qui vous donne toute la liste des professionnels qui sont actifs près de chez vous sur Internet. Voilà, et puis alors, on va faire notre petit quiz traditionnel de fin de présentation. Alors, la question, elle est très simple, puisque si vous avez écouté la présentation, ce sera très simple pour vous d'y répondre. Donc, la question qui s'affiche dans Klaxoon, voilà, la mission principale des promeneurs du net, c'est 3 options. Encore quelques secondes. Tout à l'heure, on a fait les 3/4, on va peut-être y arriver. On y est presque. Encore un peu, encore un peu.
On va pouvoir vous donner les réponses. Les réponses ou la réponse? Oui, tout à fait. Allez, on y va. C'est tout bon, on arrête là. Eh bien, bravo, vous avez quasiment tous trouvé. C'est effectivement la mission principale des promeneurs du net, c'est répondre aux questions des jeunes et les accompagner dans leur quotidien. Eh bien, merci beaucoup, Ségolène. C'est passionnant de voir, de connaître un petit peu plus ces personnes, les promeneurs du net. Et donc, tout ce que vous voyez, tout ce que vous avez pu voir dans notre discours sur les allocations familiales, c'est qu'il y a une vraie notion d'engagement, une notion de solidarité, d'engagement. Et on va continuer à parler de cet engagement avec Alessandra Soleillac, donc conseillère politique familiale et sociale, enfance-jeunesse, qui va vous parler du dispositif BAFA et du service civique. Merci Alessandra. Merci Catherine. Bonjour à tous. Alors oui, effectivement, la CNAF et les CAF, et ça on ne le sait pas toujours, financent les formations BAFA et BFD, donc les BAFA, les formations pour passer le brevet d'aptitude aux fonctions d'animation et BFD aux fonctions de direction. Donc, nous, on finance ces formations-là parce que ça permet du coup aux collectivités, aux associations qui organisent des accueils de loisirs, par exemple, de pouvoir avoir des encadrants qui, du coup, ont les qualifications nécessaires pour encadrer dans ces structures. Du coup, ça nous donne un gage de qualité sur l'offre qui est proposée dans ces structures. Alors, on va vous passer une petite vidéo et après, on vous retrouve après. Alors voilà, donc du coup, c'était un petit aperçu que je vais vous détailler un petit peu plus. Alors, on peut se poser la question de pourquoi passer son BAFA quand on est jeune et aussi moins jeune, parce qu'il n'y a pas que des jeunes qui passent le BAFA. Donc le BAFA, ça permet de préparer à l'animation de groupes d'enfants et de jeunes, donc dans les colos, dans les accueils de loisirs, dans les camps de scoutisme, de manière occasionnelle, c'est-à-dire qu'on ne peut encadrer avec ce type de diplôme uniquement 80 jours par an et pas plus, parce que après c'est considéré comme étant une activité professionnelle. Le BAFA il constitue également un engagement citoyen parce qu'il permet aux animateurs d'apprendre à travailler en équipe, à s'ouvrir aux autres, à s'ouvrir sur son environnement, à agir solidairement et dans le respect de chacun et de chacune. Et puis le BAFA, c'est donc un diplôme, souvent on l'oublie, qui n'est pas professionnel, mais qui est un diplôme tout de même, un premier diplôme qui est délivré par l'État, qui est accessible à tous et qui ne nécessite aucun prérequis de diplôme ou de qualification ou de compétences. Donc vraiment, c'est un premier niveau de diplôme qui permet à tous d'accéder à un statut sur des accueils de loisirs ou des colos. Alors, comment on fait pour passer son BAFA? Eh bien, pour commencer la formation, il faut avoir, comme vous l'avez vu dans la vidéo, minimum 17 ans. Il n'y a pas besoin, du coup, d'être majeur.
on peut démarrer dès le premier jour de ses 17 ans, de sa 17e année. Et pour ça, il faut s'inscrire sur le site du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. On vous remettra le petit lien dans le fil de discussion. Voilà, c'est assez simple, c'est partez les procédures et on s'inscrit sur le site. Du coup, on a sur le cursus 3 étapes. Donc, une première étape qui est une formation générale, c'est une formation théorique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enfants présents, mais on travaille à préparer des animations, des veillées, voilà, animées en fait par la suite. Un stage pratique de 14 jours minimum, où là, pour le coup, on est avec des enfants et on s'essaye aux fonctions d'animation avec un directeur et des animateurs qui vous aident et qui vous accompagnent. Et puis, un approfondissement qui dure 6 jours ou une qualification qui, elle, dure 8 jours. Ce sont 2 modalités différentes, mais qui permettent du coup d'approfondir les connaissances et les pratiques. Alors, pour passer le BAFA, on a des aides qui sont possibles, à savoir les premières aides qui sont du coup pour tous, sans prérequis de ressources et sans aucune condition, qui est l'aide nationale de la CNAF, d'un montant de 91 €. Et puis, elle peut être un petit peu majorée si on fait un approfondissement petite enfance, et ça s'élève à 106 €. Et puis, il y a les aides locales des CAF, c'est-à-dire que les CAF peuvent venir compléter cette aide. Alors, selon les endroits, elles sont différentes parce que voilà, il y a des accords différents au niveau local. Mais du coup, vous pouvez solliciter vos CAF pour savoir, les CAF de vos départements, pour savoir s'il y a des aides. Et puis, les communes, les conseils régionaux, les conseils départementaux ont aussi, à certains endroits, des aides qui permettent de financer le BAFA, des aides des comités d'entreprise et puis des aides de Pôle emploi selon votre situation. Voilà, si vous êtes en recherche d'emploi, ça peut être aussi un accompagnement vers ces formations-là. Et puis par la suite, vous avez la possibilité, une fois le BAFA en poche, de pouvoir poursuivre avec le BFD et devenir directeur d'accueil collectif de mineurs, donc d'accueil de loisirs ou de séjour de vacances. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans cette belle expérience parce que du coup, c'est un bel apprentissage pour la suite. Voilà. Du coup, Alessandra, donc, tu nous as parlé effectivement du BAFA. Est-ce que tu pourrais nous présenter un autre engagement volontaire qui est plus long en temps et toujours au service de l'intérêt général et qui est ouvert aux 16-25 ans, donc le service civique? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, eh bien effectivement, les CAF et puis plus largement l'Agence du service civique proposent aux jeunes, donc comme l'a rappelé Catherine, de 16 à 25 ans, de s'engager dans un dispositif qui s'appelle le service civique, qui est en fait un engagement volontaire sous la forme d'une mission d'intérêt général qui peut aller de 6 à 12 mois et qui a une durée hebdomadaire en général de 24 heures minimum. Du coup, c'est pour tous les jeunes qui le souhaitent de 16 à 25 ans et ça peut aller jusqu'à 30 ans pour des jeunes qui sont en situation de handicap parce que voilà, c'est ouvert vraiment à tout public. Cette mission peut être réalisée au sein d'une association, d'une ONG, d'une collectivité territoriale telle qu'une mairie, un conseil régional. Ça peut être également une mission réalisée au sein d'un hôpital, d'un musée, d'une université ou de services de l'État tels que des écoles, des préfectures. Et ça peut se dérouler en France ou à l'étranger en fonction du type de mission. Alors justement, il y a donc 9 domaines d'action pour ce service civique. On peut exercer une mission dans des domaines tels que la solidarité, l'environnement, le sport, la culture, l'éducation, la santé, la citoyenneté, l'aide humanitaire, et c'est sans condition de diplôme et c'est indemnisé à hauteur de 580 € par mois. Alors je viens de m'apercevoir que j'ai oublié la petite vidéo, voilà, c'est les aléas du direct, et du coup après cette petite présentation, je vous propose de regarder la petite vidéo. Utile pour tous. Et pour chacun. Ensemble sur le terrain, notre action va plus loin. En partageant ce que je sais, j'apprends beaucoup sur moi, sur ma vraie nature. En donnant de notre énergie, on se découvre une vraie force. Le pouvoir d'être utile.
Service civique, une mission pour chacun au service de tous. Alors voilà, vous l'avez compris, c'est effectivement une mission qui permet d'aider les autres, de pouvoir agir en solidarité. Et du coup, voilà, tout jeune peut participer à ce type de mission. Il y a des avantages à pouvoir réaliser une mission de service civique, à savoir que quand on a une mission de service civique, on a un accompagnement personnalisé avec un tuteur de la structure qui vous accueille. Donc c'est un accompagnement avant l'entrée dans la mission, pendant la mission et aussi pour préparer la sortie après la mission. On peut bénéficier d'une formation civique et citoyenne, accompagnée d'une formation au premier secours, le PSC1. Donc, il y a 3 jours de formation. Et puis, le PSC1 qui peut être passé dans ce cadre-là. On bénéficie d'une couverture sociale qui est complétée par une prise en charge des dépenses de santé pour tout ce qui est maladie, maternité. On est possesseur d'une carte de service civique qui offre les mêmes avantages que la carte étudiant. Et puis, en fonction des situations personnelles des personnes en service civique, la possibilité de cumuler les aides au logement, les aides allocation adultes handicapés, voilà, en fonction de la situation. Et puis, du coup, on peut faire son service civique dans plein d'endroits, mais aussi dans des CAF. Du coup, on a ces possibilités-là, mais du coup, les CAF ont fait le choix de proposer des missions pour des jeunes majeurs, au vu en fait du type de mission, qui durent 8 mois et qui ont des durées de 24 heures à 28 heures par semaine. Et du coup, on a le plus gros de nos missions qui sont sur la facilitation de l'accès aux droits et puis sur la facilitation numérique dans les accueils de CAF afin d'aider les personnes à utiliser nos outils numériques voilà, pour les aider, les guider et les accompagner. Et puis, on a quelques missions autres qui portent sur justement les promeneurs du net qu'a présenté Ségolène tout à l'heure pour pouvoir les promouvoir. Et puis, tout ce qui va tourner autour de l'accompagnement à la scolarité des enfants et des jeunes. Et puis, l'accès aux vacances et aux loisirs des enfants en situation de handicap. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos CAF, des CAF de votre département, parce qu'ils proposent peut-être du coup des missions de service civique dans lesquelles vous pouvez vous engager. Et puis n'hésitez pas à aller sur le site du service civique. Pareil, on va vous le mettre dans le fil de discussion pour que vous puissiez y accéder. Et donc, on a 2 petits quiz pour enchaîner, un sur le BAFA et un sur le service civique. Donc, le premier sur le BAFA pour voir si vous avez bien tout suivi. Donc, je te laisse la main, je crois, Christelle. Le quiz est lancé, on attend vos réponses. Donc, nous avions... on vous demande quelle affirmation est juste. Parmi le BAFA est un diplôme professionnel. Il faut être majeur pour commencer le BAFA et on dispose de 30 mois pour effectuer les 3 étapes du BAFA. Encore quelques secondes. Donc, 3 affirmations, laquelle est juste? Hop, on n'a plus de réponse. On va voir les résultats. Eh bien oui, c'est bien ça. Celle qui a recueilli le plus de suffrages, c'est bien la réponse C. On dispose de 30 mois pour effectuer les 3 étapes du BAFA. Et donc, on lance tout de suite le deuxième, Christelle? Voilà, c'est lancé. Ouais. Donc, une seule réponse est fausse. Donc, parmi, on bénéficie d'une protection sociale pendant le service civique. Deuxième, il faut posséder un diplôme ou des compétences spécifiques pour faire un service civique. Et troisième proposition, on est formé pendant le service civique. Quelle est la réponse fausse?
Donc 3 affirmations, une fausse. Encore quelques réponses. Hop. Et on va regarder. Eh bien oui, tout à fait. Donc la réponse B est fausse puisqu'il ne faut posséder aucun diplôme et aucune compétence particulière pour pouvoir réaliser une mission de service civique. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, Alessandra, pour tous ces renseignements. Donc là, vous venez de voir un petit peu comment vous pouvez être aidé par les centres sociaux, les promeneurs du net, et comment vous pouvez vous-même aider des personnes, donc avoir un engagement dans le service civique ou par le BAFA. Mais vous vous posez peut-être la question, bon, et moi, est-ce que je peux avoir une aide concrète pour m'aider pour mes études à venir? Et c'est là où Nadine, qui est responsable appui métier à la CAF de la Loire, va vous parler des allocations familiales, qui est une des allocations les plus touchées par les jeunes. Nadine, à toi. Merci Catherine. Oui, moi je vais vous parler un petit peu de l'aide au logement. Alors de façon succincte, on ne va pas descendre toute la législation qui est liée à cette prestation. Et on va commencer, comme mes prédécesseurs, avec une petite vidéo. La Caisse d'allocation familiale d'Ille-et-Vilaine est un organisme départemental qui dépend de la branche famille de la Sécurité sociale. Sa mission est de soutenir les familles par des aides financières et un accompagnement personnalisé. La CAF accueille, informe et soutient les ménages, qu'ils soient des familles, des couples ou des personnes seules, comme les étudiants. Pas moins d'1 personne sur 2 bénéficie d'une aide de la CAF, comme par exemple les allocations familiales, le RSA ou encore l'aide au logement. Vous êtes étudiant et vous occupez un logement ? Saviez-vous que la CAF peut vous aider à payer votre loyer? C'est simple comme 3 clics. Pour faire votre demande, pas besoin de papier ou de vous déplacer, tout se passe sur caf.fr. À vos claviers. Bonjour, je m'appelle Ryan et je suis conseiller service à l'usager à la CAF d'Ille-et-Vilaine et référent caf.fr. Je vais tout vous dire sur l'aide au logement et ce à quoi il faut penser pour préparer votre demande. Rendez-vous sur le site caf.fr. Attention, si vous avez moins de 21 ans et que vos parents perçoivent des prestations pour vous, pensez à leur en parler. Vos prestations ne sont pas compatibles avec les leurs. Si vous avez un doute, rendez-vous sur le site caf.fr pour effectuer une simulation et découvrir ce qui est le plus avantageux pour vous. Ça y est, votre bail est signé? Il ne vous reste plus qu'à faire votre demande sur le site caf.fr. D'abord, avant toute chose, il faut vous munir de 6 éléments. Votre numéro allocataire, une adresse mail valide, votre bail est à votre nom et pas celui de vos parents, le nom de votre bailleur. Attention, si votre bailleur est une personne morale, vous devez indiquer le numéro SIRET. Le numéro SIRET se trouve dans le contrat de location. Si c'est une personne physique, vous aurez juste à indiquer le nom et le prénom de votre bailleur. Vous devrez indiquer le montant des revenus des 2 dernières années et votre RIB. Vous avez tout? Rendez-vous sur le site www.35.caf.fr, cliquez sur le bouton « Vous êtes étudiant » et laissez-vous guider. Et dernière astuce, si vous quittez votre logement, pensez à prévenir la CAF. À très vite sur le caf.fr. Voilà, donc là vous avez vu la petite vidéo, donc elle est plutôt générale au départ et ensuite elle se spécialise effectivement sur l'aide au logement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement les études supérieures, elles se font pas toujours proches du domicile des parents, hein, c'est souvent dans une autre ville, dans un autre département, dans une autre région, et ça nécessite à ce moment-là que vous ayez un nouveau logement. Donc ce nouveau logement, c'est là-dessus où la CAF va intervenir et va pouvoir éventuellement vous apporter une aide financière. D'accord? Donc, il faut que vous fassiez tout de même attention avant ce logement. C'est faire le point par rapport à vos parents. Soit vous êtes encore à charge de vos parents parce qu'ils bénéficient d'allocations familiales, soit vous n'êtes plus à charge des parents et vous pouvez bénéficier d'une aide au logement. D'accord? Vous ne pouvez pas être bénéficiaire des deux côtés. Donc, soit vos parents bénéficient des allocations familiales pour vous,
soit à ce moment-là, vous pouvez faire une demande d'aide au logement. Une fois que vous avez éclairci la situation, vous pouvez prendre un logement sans problème et faire une demande, sachant qu'il y a plein de logements donc, qui sont tangibles pour l'aide au logement. Donc, ça peut être un appartement meublé ou nu, au choix. Ça peut être chez un particulier ou auprès d'un organisme HLM, donc pas de souci non plus. Ça peut être également une chambre de résidence en résidence universitaire, ça aussi c'est possible. Vous avez également des foyers de jeunes travailleurs, donc là vous aurez tout à l'heure un petit point, un petit focus sur les FJT, sur les foyers jeunes travailleurs de façon un peu plus précise. Enfin, tous ces logements ouvrent potentiellement un droit à l'aide au logement. D'accord ? Une seule petite particularité à noter quand même pour les appartements qui sont avec des bailleurs privés, c'est que l'appartement ne peut pas appartenir à un ascendant ou un descendant. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'en fait, si votre père est propriétaire du logement, vous ne pourrez pas bénéficier d'aide au logement. Si c'est la grand-mère qui est propriétaire du logement, pareil, vous ne pourrez pas toucher d'aide au logement pour ce logement. D'accord ? Donc, on fait juste attention aux liens de parenté pour savoir si on a un droit potentiel ou pas sur le logement. Une fois que vous avez signé votre bail, vous allez avoir également donc, le loyer qui sera indiqué dans votre bail. C'est un des paramètres qui rentre en ligne de compte dans le calcul. Vous avez également un autre paramètre qui rentre en ligne de compte dans le calcul, ce sont vos ressources. Attention, ce sont bien vos ressources à vous, pas celles des parents. D'accord ? Donc, il faut bien faire attention au moment où vous faites la demande. On ne demande pas les ressources de vos parents, on vous demande les vôtres. Souvent, elles sont nulles parce que forcément, vous n'avez pas encore d'activité. Parfois, ça peut être un petit montant qui est indiqué, qui est lié à un job d'été que vous avez pu avoir, ou alors un petit job que vous avez régulièrement, les week-ends, ou des extras, des choses comme ça. À ce moment-là, vous indiquez vos ressources, mais bien les vôtres, pas celles de vos parents. D'accord ? Quand vous êtes étudiant, vous avez une petite particularité aussi, souvent sur les ressources, c'est-à-dire qu'il y a une application d'un forfait. Ce forfait, il est généré par la CAF de façon systématique en fonction des ressources que vous aurez déclarées. Et ce plafond, ce forfait étudiant, est calculé si vous êtes boursier ou non. Donc, il faut bien que vous pensiez également à indiquer si vous êtes boursier ou pas. À ce moment-là, on aura un forfait différent et le paramètre sera différent également pour le calcul. D'accord ? Voilà, donc pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un droit d'aide au logement est possible dès votre premier appartement en fonction de la charge des parents et qu'il existe un site qui s'appelle le caf.fr pour lequel vous avez tous les renseignements, vous avez également les simulations qui sont possibles et vous avez également la demande en ligne pour la saisir. Voilà. Merci. Donc là, on peut faire peut-être un petit focus sur les foyers jeunes travailleurs, Ségolène, si on a une minute. Est-ce que tu peux faire quelque chose avant de faire le nouveau nuage de points Oui, merci Catherine. Effectivement, donc Nadine vous le disait, parmi les logements qui ouvrent un droit aux aides au logement, il y a donc, ce qu'on appelle les foyers de jeunes travailleurs, les FJT, qu'on connaît aussi sous le nom de résidences habitat jeunes, et qui sont en fait donc des résidences qui logent des jeunes de façon temporaire, notamment en particulier les jeunes qui s'insèrent sur le marché de l'emploi, soit parce qu'ils accèdent à leur premier job ou qui deviennent apprentis. Voilà, donc c'est une solution de logement qui n'est pas très connue, mais qui est vraiment développée à destination des jeunes de 16 à 25 ans et qui vous permet d'accéder à un logement pour plusieurs mois ou voire 1 an ou 2 ans. En général, c'est plutôt autour de 6 mois, mais ça peut être plus long. Et ça vous permet d'accéder à des logements individuels. Ce sont de petits appartements. Certains FJT louent aussi des appartements en dehors de la résidence. Et puis, certains proposent aussi des plus grands appartements qui peuvent être loués en colocation. Donc, le FJT, ça a plusieurs avantages. Quand on est jeune et qu'on quitte pour la première fois le logement de ses parents, et déjà, c'est pouvoir accéder à un logement qui est à peu cher, puisque les loyers sont assez modérés en FJT par rapport à ce qui se pratique dans le parc privé, on va dire. Et puis, surtout en FJT, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des équipes d'animateurs et de travailleurs sociaux qui sont là pour accompagner les jeunes résidents dans toutes les étapes de leur vie quotidienne.
pour les aider dans leur démarche d'insertion, d'accès à l'emploi, pour voilà, les aider dans la gestion de leur logement, les aider aussi dans leur démarche de santé. Enfin, voilà, c'est tout un tas d'aides que sont proposées par les FJT. Donc, c'est vraiment une solution de logement qui est faite pour les jeunes et qui, voilà, pour des jeunes qui quittent pour la première fois le logement parental, sont vraiment un bon tremplin avant de pouvoir accéder à un logement autonome. Et donc, pour pouvoir accéder à un logement FJT, il suffit d'en faire la demande directement auprès de la structure. Et si vous ne connaissez pas de FJT et que vous souhaitez avoir des renseignements, vous pouvez vous tourner vers la mairie qui vous orientera vers les structures existantes. Merci beaucoup, Ségolène, c'est très intéressant. Donc là, Christelle, je ne sais pas, là au niveau du timing, on est un petit peu juste. Est-ce qu'on fait le quiz sur les foyers de jeunes travailleurs ou est-ce qu'on refait le nuage de mots pour voir qu'est-ce que la plupart des étudiants ont compris sur ce que sont les allocations familiales? Je pense qu'on va conclure avec à nouveau le nuage de mots. On a déjà une classe qui est partie parce qu'elle avait justement un autre rendez-vous. Donc les personnes encore présentes peuvent participer à ce nuage. Je le lance tout de suite sur Klaxoon et voilà, je vous le partage. Voilà, je vous redonne les instructions. En fait, un mot qui représente pour vous les allocations familiales, donc tout ce dont on vient vous parler, les CAF et la CNAF, tout ce que font les allocations familiales. Donc, n'hésitez pas, un seul mot, ne mettez pas de phrase ou plusieurs mots. Effectivement, vous gardez les mots qui vous viennent par rapport à tout ce que vous venez d'entendre. Et merci à tous pour votre présence et pour votre participation. C'était vraiment quelque chose de passionnant. Alors là, c'est bien, on voit apparaître des nouveaux mots comme BAFA, donc accompagnement, service civique. Oui, tout à fait. Donc, si vous devez partir, sachez que vous pouvez, avec votre téléphone, continuer à saisir pendant votre trajet. On laisse l'activité encore un petit peu en ligne. La pause, oui. Donc là, très bien. Donc les droits. Bon, on garde quand même des termes qui reviennent, bien évidemment, la famille, les financements. Donc ce sont des aides très souvent financières. Donc justement les fameuses aides au logement dont vient de nous parler Nadine. Donc voilà, on retrouve donc le net, bien sûr, avec les promeneurs du net qui aident. Qui sont là en accompagnement, qui viennent. Eh bien, écoutez, merci, vraiment un joli nuage de mots qui représente bien ce qu'on essaye de vous faire partager sur la branche famille, enfin, ce qu'on appelle la branche famille, c'est notre jargon. Donc, en fait, la branche famille de la sécurité sociale, qui en fait, c'est l'ensemble des CAF, des caisses d'allocation familiale, et la CNAF, la Caisse nationale d'allocation familiale, qui est juste la tête de réseau, en fait, qui est plus vers les ministères et qui transmet des informations au CAF. Écoutez, plein de jolis mots. Merci à tous. Merci à tous d'avoir participé. Et puis, merci aux intervenants, surtout. Voilà, c'était vraiment un webinaire très enrichissant et donc qui sera bien sûr, qui est enregistré et qui sera transmis sur le site donc de une saison avec la Sécu, la Sécurité sociale, et toutes les autres classes, tous les autres élèves pourront avoir accès à ces informations. N'hésitez pas, les classes, les professeurs, à transmettre cette information. Tout le monde peut aller voir. Donc, c'est parfait. Civique, net, les risques, les centres sociaux, promeneurs du net. Formidable. Donc, encore un grand merci à vous tous, à ceux qui ont participé et à ceux qui sont intervenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée.